Chapitre 1. Le pote mystérieux et la fête médiévale de la gastronomie. Marcus Butterworth, Ph.D., autoproclamé, historien de réputation douteuse, conférencier à temps partiel et passionné de siestes à plein temps, avait exactement 3 ambitions dans la vie. Éviter les responsabilités, consommer autant de pâtisseries que possible et, si le temps le permettait, de ne jamais, en aucune circonstance, être entraîné dans quoi que ce soit impliquant une activité physique, des enfants hurlants ou des reconstitutions historiques. Donc, naturellement, un jeudi pluvieux qui sentait étrangement le carton mouillé et le regret existentiel, il se retrouva au milieu de la foire, aux Antiquae Iolde Dusty Relics, en train de discuter, bruyamment et avec des gestes sauvages, avec une femme qui semblait avoir émergé d'une explosion dans un livre de cuisine médiéval. Cette femme, comme il se trouvait, était Edith Saltpans. Edith était le genre de personne que l'on remarquait de l'autre côté de la pièce et qu'on faisait immédiatement semblant de ne pas avoir remarqué. Elle portait un tablier brodé de petites navets au regard fâché. Ses cheveux, entassés haut sur sa tête comme une pâtisserie sur le point de s'effondrer, étaient hérissés de cuillères en bois, d'une louche et, Dieu nous aide tous, d'un couperet. Ses yeux brillaient de l'énergie troublante de quelqu'un qui avait autrefois essayé de faire du pain avec de la cendre volcanique, et sa voix pouvait percer le vacarme d'un marché alimentaire, comme un couperet de boucher à travers une saucisse suspectement grosse. Au centre de cette tempête grandissante de sarcasme passif-agressif et de débats sur la philosophie culinaire, se trouvait un objet d'une laideur singulière et mystifiante. Une grande casserole en cuivre bosselé, avec ce qui semblait être des gravures grossières et vacillantes de lions, de raisins, et plutôt inexplicablement, d'un homme piquant un blaireau avec un bâton. « Ceci, madame, est un artefact », disait Marcus, les bras s'agitant comme un érudit, sur le point de s'auto-combustionner. Un ustensile de cuisine du XVe siècle, utilisé par les chefs de la cour de, disons, le roi Édouard III. Vous ne pouvez pas apprécier l'historique. Edith l'interrompit, avec un reniflement si méprisant qu'il aurait pu faire cailler le lait. Ce n'est pas un pot de cuisson du XVe siècle, espèce de chou académique. C'est une cuve à bière d'une brasserie de monastère, probablement utilisée pour faire bouillir quelque chose de si nocif qu'elle pourrait rasser un chèvre. Elle se pencha plus près, plissant les yeux sur les gravures fanées. Regarde ces raisins. Ce n'est pas de l'art, c'est le gribouillage d'un moine après trop de vin d'orge. Ils auraient pu continuer comme ça pendant des heures, si le destin, ou peut-être une entité cosmique malveillante avec un sens de l'humour sombre, ne s'était pas manifesté, parce que juste au moment où Marcus gonflait sa poitrine et ouvrait la bouche pour lâcher ce qu'il était certain serait un contre-argument dévastateurement érudit, la casserole, oui la casserole, laissa échapper un son ressemblant à un chameau, mécontent, étant arraché de force d'un marais. Un nuage de fumée verdâtre jaillit de son rebord, se courbant dans l'air comme un point d'interrogation sentient. Le sol tremblait sous leurs pieds. Un léger bourdonnement sinistre remplit l'air, comme si une nuée d'abeilles venait d'apprendre l'art du chant grégorien. Marcus n'eut guère le temps de prononcer un digne « Qu'est-ce que ?» avant que le pot ne lâche un énorme plop, que le sol se fissure sous eux, et que lui et Edith tombent, de manière tout à fait peu élégante, dans l'abîme du temps lui-même. Quand Marcus se réveilla, la première chose qu'il remarqua fut l'odeur. C'était le genre d'odeur qui pouvait faire exploser un végétarien. Du saindoux chaud, des oignons brûlés, des paysans en sueur,
et une légère odeur d'urine de cheval. La deuxième chose qu'il remarqua fut que quelqu'un, quelque part, criait bruyamment et avec enthousiasme au sujet de spécialités de tourte au navet. La troisième chose était qu'Edith Saltpence se tenait au-dessus de lui, triomphalement en train de tenir ce qui semblait être un objet frit de la taille d'un petit chat. « Ah !» dit-elle joyeusement, « tu es réveillé, parfait, maintenant, et c'est ça. » Marcus la regarda en plissant les yeux, grogna et essaya de se redresser. Sa tête avait l'impression d'avoir été utilisée comme un tambour par un groupe de vikings particulièrement agressifs. Où diable sommes-nous? Où? Edith sourit comme un chat qui venait de trouver la crème, le fromage et le fermier laitière sans méfiance. Elle fit un geste de la main grasse. Bienvenue à la glorieuse fête médiévale de la nourriture de vieille Angleterre, ou quelque chose comme ça. J'invente, évidemment. Mais est-ce que ça a de l'importance? Nous sommes entourés de tourtes au navet, d'anguilles frites, et je crois qu'il y a un homme qui essaie de vendre des sucettes aux choux fermentés. Marcus grogna, un jongleur dans une tunique, qui n'avait pas vu de savon depuis le règne de Charlemagne, faillit trébucher sur lui. Quelque part à proximité, une bande d'oies attaquait un enfant qui avait imprudemment essayé de voler une tourte à la viande. Edith s'éloignait déjà d'un pas décidé vers un stand particulièrement alarmant, orné de têtes de porc sur des pics et d'une pancarte indiquant « boule de pudding au sang chaud, servie fraîche du chaudron ». Marcus trébucha après elle, en trébuchant sur un panier de pommes, suspectement bosselé. « Attends, 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 Edith, tu es en train de me dire qu'on a été aspiré dans le passé. L'Angleterre médiévale, le Moyen-Âge ?» Sa voix se brisa en un véritable hurlement. Edith se retourna, peu impressionnée. « Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, génie? L'odeur de graisse de porc, ou le fait que cet homme là-bas vend des seaux dans un pot qui pourrait faire office de pot de chambre ?» Avant que Marcus puisse formuler une véritable attaque de panique, un homme corpulent en tablier de cuir s'approcha d'eux, en traînant des pieds, brandissant une louche de la taille d'une hache de guerre. Sa barbe était hérissée de miettes de pain, ses yeux étaient fous, avec le genre de ferveur habituellement réservé aux percepteurs d'impôts et aux marmottes en colère. « Toi là-bas !» rugit l'homme, pointant la louche vers Edith, comme une arme de destruction massive. « Tu es la nouvelle serveuse de tourte, n'est-ce pas? La dernière s'est enfuie avec le maître des oies. Va te mettre derrière l'étal. Le roi lui-même vient juger les tourtes au navet, et si tu ne les fais pas assez vite, c'est la prison pour toi. » Marcus s'étouffa avec sa propre langue. Edith, bien sûr, haussait simplement les épaules, craquait ses articulations et s'avançait dans l'étable comme si elle y était née. « Marcus » appela-t-elle par-dessus son épaule. « Rends-toi utile. Va me chercher une poignée d'herbe, un oignon suspectement ridé, et de préférence, pas une seule queue de rat. » Marcus, encore étourdi par l'absurdité de l'existence, s'éloigna en titubant vers la foire, marmonnant sous sa breath. Ce qui suivit ne pouvait être décrit que comme un rêve fiévreux de terreur culinaire. Marcus se retrouva à naviguer dans un labyrinthe de stands qui sentaient le désespoir et la graisse chaude. Il y avait des beignets de pommes, grésillant dans des cuves de graisse de porc, si vieilles qu'elles semblaient pouvoir réciter la Magna Carta. Il y avait des cahiers de fromage qui squeakaient quand on les mordait, comme de minuscules souris comestibles. Il y avait des tourtes au navet, si denses qu'elles pouvaient être utilisées comme des armes de traumatisme contondant, et des boules de boudin noir qui ressemblaient à des boulets de canon trempés dans du saindoux. À un moment donné, Marcus fut accosté par une femme sans dents, mais avec une moustache impressionnante, qui essaya de lui vendre une anguille
porte-bonheur sur un bâton, pour 2 pence et une boucle de chaussure. Pendant ce temps, Edith était dans son élément. Elle a pris le contrôle du stand de tourtes au navet, avec toute l'efficacité impitoyable d'un seigneur de guerre, hurlant des ordres à des apprentis terrifiés et réussissant d'une manière ou d'une autre à convaincre un moine de passage de goûter sa pâte à beignet. « Il faut plus de miel » cria-t-elle, remuant la marmite avec une cuillère si grande qu'elle aurait pu servir de pagaie pour un dracard viking. « Encore du miel » s'exclama Marcus, serrant une brindille qui pouvait être du thym ou un petit buisson sentient. Edith sourit comme une folle. « Le miel couvre une multitude de péchés, Marcus. Maintenant, va me chercher cet oignon bossu, ou je garnirai ta tête avec un navet et l'appellerai de lard. » Alors que le soleil se couchait dans une brume de fumée, de graisse et de décisions douteuses, un héros en collant, qui ne laissait rien à l'imagination, se tenait sur un tonneau et criait « Faites place à Sa Majesté, le roi Arthur le légèrement incontinent. Il vient goûter les tartes et juger la valeur de vos vies. » Marcus faillit s'évanouir. Edith essuya simplement ses mains sur son tablier et se prépara à présenter son chef-d'œuvre, une tarte au navet si dorée, si brillante de glaçage au miel, si audacieusement aromatique, qu'elle pourrait probablement ressusciter les morts, bien que savoir s'il la remercierait était une autre question. Et alors que le roi s'approchait, flanqué d'une suite de chevaliers, de bouffons et d'un homme tenant une oie vivante en laisse, Marcus avait une seule pensée inébranlable. « Je vais mourir dans une foire médiévale, portant des collants de seconde main, entouré de lard frit et de tourtes au navet. » Et honnêtement, ce n'était même pas dans le top 5 des choses les plus étranges qui lui étaient arrivées ce jour-là. Chapitre 2. La graisse, la sauce et la grande crise des beignets. Marcus Butterworth avait précisément 3 objectifs pour la journée. Ne pas mourir d'une intoxication au navet. Ne pas se faire piétiner par une bande d'oies absolument pas s'impliquer dans une situation nécessitant qu'il goûte quoi que ce soit décrit comme délicatement fermenté. Au bout de 2 heures de la grande fête médiévale de la nourriture, il avait échoué de manière spectaculaire dans les 3. Tout a commencé lorsque Marcus a essayé de se fondre dans le décor en restant parfaitement immobile à côté d'un tonneau d'oignons marinés et en prétendant être une statue de marchand plutôt confuse. Malheureusement, un moine ivre, empestant la bière et les rêves écrasés, le prit pour un nouveau type de performeur de rue et tenta de lui lancer une roue de fromage moisi dans la bouche, ouverte, pour porter chance. « Monsieur, monsieur !» Marcus balbutia, à peine esquivant le projectile laitier en vol. « Je ne suis pas une cible humaine. Je ne suis pas une cible humaine. » Le moine, les yeux pétillants comme un homme, dont le foie avait depuis longtemps abandonné le navire, se contenta de rôter et s'éloigna à la recherche de plus de hydromel épicé. Le moine, les yeux pétillants comme un homme, dont le foie avait depuis longtemps abandonné le navire, se contenta de rôter et s'éloigna à la recherche de plus d'hydromel épicé. Marcus, quant à lui, était accroché au tonneau comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage, suppliant silencieusement l'univers de lui faire grâce. De l'autre côté de la place, Edith Saltpence s'était transformée en quelque chose entre un seigneur de la guerre culinaire et une chef d'orchestre possédée par le fantôme de Julia Child après 3 expressos. Elle aboyait des ordres comme un général se préparant à la bataille. « Hé, toi avec la tête, plus de miel dans la pâte, ce n'est pas un enterrement, c'est un festival. Geoffrey, oui Geoffrey, je me fiche que tu aies 8 ans et que tu te manques de la moitié de tes dents. Attache cette chèvre avant qu'elle ne mange les beignets.
Qui, au nom de tous les chaussons aux choux détrempés, a laissé les oies s'approcher des cahiers de fromage? Qui, au nom de toutes les tourtes aux choux détrempés, a laissé les oies s'approcher des cahiers de fromage? Qui, au nom de tous les tourtes de choux détrempés, a laissé les oies près des cahiers de fromage? L'air autour d'Édith crépitait de graisse, de fureur et d'un sentiment écrasant que quelqu'un, quelque part, allait définitivement perdre un sourcil avant la fin de la journée. La tentative de Marcus de s'échapper sans être remarqué fut contrecarrée par une bande d'enfants qui, grisés par les gâteaux au miel et le manque de surveillance parentale, avaient décidé que Marcus était la cible officielle du concours de lancer de beignets de pommes. Il essaya d'expliquer qu'il était un académicien respecté, que sa spécialité était les implications socio-économiques de la culture du navette en Angleterre au XIIIe siècle. Mais les enfants, minuscules, collants et totalement impénitents, se contentèrent de rire, de crier « cible atteinte » et de lancer une pluie de projectiles frits dans sa direction. Et on lançait une tempête de missiles frits dans sa direction. Au moment où Marcus émergea, haletant de la mêlée, il ressemblait à un monument extra-croustillant au mauvais choix de vie, ses vêtements éclaboussés de graisse, sa dignité traînant derrière lui comme un triste ballon dégonflé. Marcus, Édith appela, agitant une gigantesque louche comme un drapeau de signalisation. « Arrête de flirter avec les enfants et viens ici, nous avons une crise. » « Arrête de flirter avec les enfants et viens ici, nous avons une crise. » Marcus trébucha, à moitié aveuglé par les éclats de beignets de pommes. Que faire maintenant? Il croassa, la voix rauque de la désespérance d'un homme qui venait d'être partiellement assommé par un dessert. Les yeux d'Édith étaient fous. Son tablier fumait de manière inquiétante. Le goûteur officiel du roi est en route, et il exige de goûter chaque unique point de dish. Marcus pâlit. Chaque plat, chaque dish. Ils se tournèrent tous les deux pour fixer la table ployant sous le poids des abominations culinaires. Des tourtes au navet qui pourraient servir de pavé, des boules de boudin noir suant de manière inquiétante au soleil. Anguilles frites sur des bâtonnets, certaines encore en train de se tortiller, et Dieu les aide tous, des cahiers de fromage qui émettaient un léger grincement troublant lorsque la brise les frappait, juste au bon moment. Entre en scène le goûteur officiel du robe. Sir Reginald von Bladderbottom était un homme dont la barbe était plus ambitieuse que sa carrière. Il portait une pourpoint si serrée qu'elle semblait lutter activement pour sa survie, et une coiffe à plumes qui suggérait qu'il avait agressé un paon particulièrement flamboyant. Il s'approcha de l'étal comme un homme prêt à dîner comme un monarque ou à mourir en essayant, renifla Marcus avec dédain, et applaudit. « Bien, voyons ce que tu as. J'ai précisément 10 minutes avant de devoir me retirer aux latrines pour affaires officielles. » Marcus ouvrit la bouche pour expliquer qu'il n'était en aucun cas qualifié pour servir la table royale. Mais Édith avait déjà fourré une assiette dans les mains de Sir Reginald, avec l'enthousiasme d'une femme qui n'avait rien à perdre et un tablier à thème de navette à défendre. « Commencez avec le beignet, monsieur. » Fraîchement frit et arrosé de culpabilité et d'une pointe de désespoir, Sir Reginald prit une bouchée. Son œil gauche tressaillit. Il fit un bruit comme un chat qui vomit une boule de poil particulièrement tenace. Et puis, miraculeusement, il sourit. « Pas mal du tout, » dit-il en se léchant les lèvres. Édith fit un clin d'œil à Marcus comme une femme qui venait de berner les dieux. Malheureusement, le succès fut de courte durée, car alors que Sir Reginald passait aux boules de boudin noir,
Un petit problème gênant surgit, spécifiquement. L'oie, vous voyez, pendant que tout le monde était concentré sur l'impression du goûteur du roi, une grande oie belliqueuse, jusqu'alors inaperçue, se cachant sous la table comme une bombe à retardement aviaire, choisit ce moment précis pour lancer une attaque avec un cri perçant. Il sauta sur la table, battant des ailes, comme un démon envoyé par le monde souterrain de la volaille. Les boules de boudin noir ont volé. Les beignets tombaient comme des météores caloriques. Les tourtes au navet, l'un d'eux frappa Marcus en plein cœur, avec assez de force pour lui couper le souffle. Sir Reginald poussa un cri aigu et sauta en arrière, droit dans une cuve de bière en fermentation. Il émergea quelques instants plus tard, trempé, haletant et empestant comme une brasserie ivre dans le chaos. Edith balança une louche vers l'oie, rata sa cible et projeta accidentellement une boule de pâte dans les airs. Elle décrivit une courbe gracieuse, presque poétique, et éclaboussa directement la couronne du héros de l'arrivée du roi, qui avait, malheureusement, choisi ce moment précis pour s'avancer et annoncer « Voyez le splat ». Le héros resta figé un instant, clignant des yeux pour chasser la pâte de ses prunelles, puis s'effondra au sol comme un sac de choux mouillé. La place entière tomba dans le silence. Même l'oie s'est arrêtée, en plein croassement. Edith regarda Marcus. Marcus regarda Edith. Ils regardèrent tous deux les fonctionnaires royaux enragés qui convergeaient maintenant vers leur étal, comme une meute de loups, ayant repéré un lapin particulièrement gros et particulièrement gras. Marcus déglutit difficilement. « Je pense, murmura-t-il, que nous devrions courir. »« D'accord, » dit Edith, en saisissant la casserole, et en courant vers la ruelle la plus proche, son tablier flottant sauvagement derrière elle. Marcus, qui n'avait aucune envie d'être exécuté par décret lié aux tartes, s'élança après elle, laissant derrière lui une traînée de miettes de beignets, une dignité en lambeaux et une oie très en colère. Et ainsi, la grande crise des beignets prit fin, non pas avec un bang, mais avec une éclaboussure grasse et beaucoup de jurons très bruyants. Mais la foire n'en avait pas fini avec eux. Oh non, ils allaient tomber sur quelque chose de bien, bien pire. La société secrète de la cuillère sucée et le parchemin ancien du rêve de la pomme fermentée. Mais c'est une catastrophe pour un autre chapitre. Chapitre 3. La société secrète de la cuillère. Sucette. Marcus Butterworth, ancien académicien, fugitif actuel d'une inquisition basée sur les beignets, avait fait plusieurs réalisations importantes sur la vie au cours des dernières 24 heures. Tout d'abord, ne fais jamais confiance à une oie, surtout celle qui t'a vu accidentellement aplatir un héros avec une éclaboussure de pâte indésirable. Deuxièmement, ne discutez jamais de théorie culinaire avec Edith Saltpans, à moins que vous n'aimiez être menacé avec des louches armées. Et troisièmement, et surtout, ne jamais, au grand jamais, accepter de mystérieux pots anciens de la part de marchands d'antiquités douteux qui sentent l'oignon fermenté et portent des chapeaux en forme de poisson. Mais alors que Marcus trébuchait, après Édith dans un labyrinthe de ruelles médiévales qui sentaient les chaussettes bouillies, la bière rance et le regret existentiel, il fut contraint d'admettre une autre vérité gênante. Ils étaient absolument, positivement, sans l'ombre d'un doute, désespérément perdus. Édith, haleta-t-il, se tenant le côté. « As-tu la moindre idée de où nous allons ?»« Bien sûr, » déclara Édith, avec la confiance d'une femme qui avait une fois essayé de rôtir un mouton sur une bougie. « Vraiment ?» haleta Marcus, trébuchant sur un chou qui semblait avoir été témoin de plusieurs fléaux et en être sorti vivant. « Absolument.
dit-elle en s'engouffrant dans une ruelle si étroite qu'elle pouvait à peine y faire passer ses cheveux. Nous allons directement au Sucket Spoon. Marcus s'arrêta brusquement, manquant de heurter une mystérieuse silhouette encapuchonnée qui émergea des ombres avec toute la subtilité d'un méchant de pantomime. Le quoi? La société secrète de la cuillère sucette, chuchota Edith de manière dramatique, ses yeux brillants de l'énergie maniaque d'une femme qui venait de découvrir que la friture pouvait résoudre 83% des problèmes de la vie. Marcus cligna des yeux. Ça ressemble à un club pour des passionnés de desserts dérangés. Exactement, siffla-t-elle. Il garde le parchemin des rêves anciens de la pomme fermentée, un texte légendaire censé détenir les secrets de l'alchimie culinaire médiévale, perdue dans le temps, jusqu'à présent. Avant que Marcus ne puisse se lancer dans un long et de plus en plus désespéré monologue sur le voyage dans le temps, les conspirations alimentaires et son besoin urgent d'un bon verre, la silhouette encapuchonnée toussa. « Si vous avez terminé, » fit la silhouette d'une voix rauque, comme un sac de gravier secoué par une bibliothécaire désapprobatrice. La cuillère Sucket n'apprécie guère les espions. Edith sourit et tapa Marcus sur l'épaule, si fort qu'il faillit se plier en deux. « Oh, nous ne sommes pas des espions, nous sommes des membres aspirants. » La silhouette marqua une pause. « Possédez-vous le mot de passe ?» Les yeux d'Edith se plissèrent. Elle se pencha en avant, les lèvres se tordant en un sourire qui suggérait qu'elle était sur le point d'improviser de manière spectaculaire. « Bien sûr, » dit-elle avec assurance, « c'est Sucket Ordalia. » Un silence tendu s'étira entre eux. La tête de la silhouette s'inclina lentement, comme un vautour considérant son prochain repas. Marcus sentit la sueur s'accumuler là où la sueur n'avait pas sa place, puis la silhouette soupira. « Presque suivez-moi. » Ils furent conduits dans une cave faiblement éclairée, sous une taverne grinçante, appelée le Navette Marinée, où l'odeur de bière aigre, de vieux bois et de mauvaises décisions était si puissante qu'elle semblait presque avoir sa propre conscience. Les murs étaient ornés de portraits de légendaires amateurs de collations médiévales. Geoffroy le Glouton, connu pour manger un bœuf rôti entier en une seule fois. Dame Béatrice, jambes beurrées, célèbre pour avoir inventé le gâteau au miel à 3 couches. Et bien sûr, Sir Reginald Greasefingers, saint patron de la pâte frite. Au centre de la pièce se tenait une immense cuillère à sucer, une louche cérémonielle en argent de la taille d'une pelle, incrustée de bijoux et de ce qui semblait être une pomme au caramel légèrement fondue. Les membres assemblés, un assortiment de chefs, de tavernières, d'apothicaires et d'hommes qui sentaient fortement le hareng mariné, se tournèrent pour fixer Marcus et Edith. La chef, une vieille femme ridée avec un chapeau en forme de marmite, frappa son bâton pour faire silence. « Qui ose rechercher les secrets de la cuillère suceuse ?» tonna-t-elle, sa voix faisant vibrer les mugs et dérangeant un rat qui grignotait tranquillement un morceau de pain rassis dans le coin. Edith, indéfectible, avança comme une candidate à une compétition de cuisine médiévale, où le prix était de ne pas être brûlé sur le bûcher. « Nous le faisons », annonça-t-elle fièrement, brandissant le pot mystérieux comme une relique sacrée. La pièce a retenu son souffle. La vieille femme plissa les yeux en regardant le pot. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Le pot du malheur !» cria-t-elle. Marcus, qui avait été silencieusement en hyperventilation, grogna. « Oh non, pas ça encore !» La vieille femme les fit signe de s'approcher. « Vous avez réveillé des forces que vous ne pouvez pas comprendre. La casserole que vous tenez,
n'est pas une simple batterie de cuisine, c'est un artefact du chaos culinaire, imprégné du pouvoir du parchemin des rêves anciens de la pomme fermentée. Les yeux d'Édith brillaient, comme ceux d'un enfant, à qui l'on venait de dire qu'il pouvait, en effet, manger du gâteau au petit déjeuner. Marcus, en revanche, avait l'expression distincte d'un homme regrettant rapidement chaque choix de vie qui l'avait conduit à ce moment. Ce qui suivit fut un rituel d'initiation si bizarre qu'il aurait pu être écrit par un comité d'historiens ivres, de chefs privés de sommeil et d'une oie trop enthousiaste. Ils étaient contraints de équilibrer un navet sur leur tête tout en récitant le serment de la miette. Goûter un fromage vieux d'un siècle si fort qu'il a brièvement mis Marcus hors de combat, et participer à la sainte friture de la friture, au cours de laquelle Édith a accidentellement mis le feu à la barbe d'un homme. « Ah, une bénédiction traditionnelle !» murmura la vieille femme en étouffant les flammes, avec une feuille de chou humide. Enfin, le rouleau fut révélé. Un parchemin fragile et taché de graisse, couvert d'un mélange de runes anciennes, de taches alimentaires et de ce qui ressemblait étrangement à des éclaboussures de sauce brune séchée. Marcus plissa les yeux en regardant le texte. Ça ne peut pas être réel. Mais Édith était déjà en train de le déchiffrer avec l'intensité d'une femme qui avait autrefois essayé de cuire un gâteau dans une forge. « C'est une recette, » souffla-t-elle, « pour le festin médiéval ultime, la tarte aux pommes fermentée de rêve, le boudin noir de l'énergie éternelle, ébattant la bière dorée, de l'éveil cosmique. » La pièce poussa un soupir collectif. Quelqu'un à l'arrière s'est évanoui dans un tonneau d'œufs marinés. Avant que Marcus ne puisse protester, la vieille femme se pencha et murmura « Tu dois brasser la bière ou risquer la colère du pot. Le temps du grand concours de brassage approche, point, et le destin de vos âmes, non, de tout le continuum espace-temps, pourrait en dépendre. » Marcus pâlit. « Je ne me suis pas inscrit pour ça. » Édith sourit. « Oh, tu l'as absolument fait. » Ainsi le duo se retrouva plongé dans une quête si absurde, si imbibée de bière, de graisse et d'enthousiasme médiéval non lavé, que même Marcus commença à se demander si le pot avait un sens de l'humour. Et si cet humour impliquait de le voir se décomposer lentement en un tas de terreurs existentielles, de mousse de bière et d'une addiction douteuse au fromage. Mais le grand concours de brassage approchait, et le destin de leur aventure, et peut-être même de tout l'univers, était en jeu. Marcus et Édith survivraient-ils au défi de brassage? Débloqueraient-ils les secrets de la tarte aux pommes fermentées? Et Marcus réussirait-il un jour à se débarrasser de l'odeur d'anguille frite dans ses cheveux? Découvrez-le dans le prochain chapitre chaotique de la catastrophe culinaire, à travers le temps de Marcus et Édith. Chapitre 4. La grande compétition de brassage et la folie écumeuse du destin. Marcus Butterworth avait été beaucoup de choses dans sa vie. Un académicien de réputation moyenne, un homme capable de s'endormir en plein cours avec une efficacité impressionnante, et, plus récemment, un participant involontaire à ce qui semblait être le cauchemar culinaire de voyage dans le temps, le plus étrange de l'histoire. Mais alors qu'il se tenait sur une scène branlante, au milieu de l'arène du grand concours de brassage médiéval, serrant une cuillère en bois qui sentait la sueur de chèvre et l'hydromel rance, Marcus réalisa qu'il avait atteint un nouveau bas dans sa vie. À côté de lui, Édith Saltpans, qui était beaucoup trop excitée pour quelqu'un sur le point de concocter une boisson alcoolisée dans un chaudron nettoyé pour la dernière fois sous le règne du roi Egbert le légèrement inflammable, souriait comme une femme sur le point de libérer une fermentation apocalyptique sur le monde. « Très bien, Marcus, dit-elle,
les yeux brillants de la joie dérangée d'un chef qui avait autrefois tenté de caraméliser un cochon entier en utilisant seulement une lanterne, et de l'optimisme. Es-tu prêt à faire l'histoire? Êtes-vous prêt à faire l'histoire? Marcus, qui était en train de réécrire son testament dans sa tête, murmura « J'étais prêt à prendre ma retraite dans l'obscurité, pas à inventer accidentellement une boisson qui pourrait faire fondre des visages. » Marcus, qui était en train de réécrire son testament dans sa tête, murmura « J'étais prêt à prendre ma retraite dans l'obscurité, pas à inventer accidentellement une boisson qui pourrait faire fondre des visages. » La reine du grand concours de brassage médiéval, qui ressemblait étrangement à une grange mêlée à une salle de bière et à une fosse de raves vikings, était bondée. La Société de la Cuillère Sucette avait apparemment envoyé des invitations, des flyers, des pigeons voyageurs, et peut-être même des danseurs-interprètes, car la moitié du royaume semblait être présente. Il y avait des chevaliers en armure rouillée, des moines au nez suspectement rouge, des paysans serrant des chopes de la taille de chaudron, et au moins un homme portant un chapeau en forme de jambe de poulet géante. Les règles du Brouhof avaient été annoncées par un homme qui était peut-être un sorcier. Sa barbe était assez longue pour être considérée comme un risque d'incendie. Et elles étaient les suivantes. Les brasseurs doivent créer une bière unique, en utilisant des ingrédients provenant du marché. La bière doit être présentée dans un récipient créativement ridicule. Le test de goût final ne doit pas entraîner l'hospitalisation immédiate des juges. Des points bonus seront attribués pour une danse interprétative, une chanson ou un flair dramatique. Marcus avait, compréhensiblement, une crise existentielle. « D'accord, d'accord », aboya Edith, traînant Marcus vers un étal de produits hautement douteux. « Nous avons besoin d'ingrédients. Pensez vite, pensez audacieux, pensez chaos médiéval. Qu'avons-nous » Marcus, qui avait mentalement rédigé sa lettre de démission à la vie, cligna des yeux devant l'étalage de marchandises. Un tonneau de navets fermentés étiqueté peut contenir du regret. Un panier de pommes qui avait l'air d'avoir traversé une guerre. Un seau d'escargots portant de petits chapeaux. Plusieurs herbes mystérieuses avec des étiquettes comme « délices de sorcière » et « thym légèrement maudit ». Et dans le coin, une seule et majestueuse ruche gardée par une abeille de la taille d'un petit chien. Edith frotta ses mains. Ensemble, parfait. Nous ferons une halle de destin aux pommes fermentées et au miel. Nous ajouterons une touche d'essence de navette épicée pour la complexité. Marcus la regarda fixement. Complexité? Edith, c'est de la folie culinaire. Elle sourit. C'est le but. Ils commencèrent à rassembler les ingrédients, à une vitesse vertigineuse, marchandant avec des vendeurs de plus en plus excentriques. Marcus se retrouva à échanger une chaussette, légèrement moisie, contre une cruche d'orge ancienne, et à accepter accidentellement une provision à vie d'anguilles marinées en échange d'une brindille de romarin béni, qui, lui assura-t-on, avait été éternuée par un saint. Pendant ce temps, Edith marchandait avec un homme qui prétendait que son levain avait été transmis par son arrière-arrière-arrière-grand-mère, une femme qui avait autrefois cuit du pain pour le cheval du roi Arthur. Au moment où ils avaient rassemblé leurs ingrédients, Marcus était émotionnellement brisé, Edith prospérait, et une petite foule d'oies avait commencé à les suivre de manière menaçante. La préparation elle-même était... Eh bien, c'était quelque chose. « Ajoutez les pommes, s'écria Edith en les jetant dans le chaudron avec un geste théâtral, remué dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elle a crié, en frappant Marcus sur l'épaule
quand il a osé remuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Plus de miel et une pincée de thym légèrement maudit, juste pour la chance. Marcus, qui était beaucoup trop sobre pour ses absurdités, essayait de suivre. Le chaudron sifflait et bouillonnait comme un chaudron démoniaque de bouillie du petit déjeuner, crachant parfois des bulles qui sentaient légèrement le regret et le pain grillé brûlé. Puis vint le tour de la danse interprétative. « Danse, Marcus. Danse, Marcus !» ordonna Édith, alors qu'un barde avec un luth commençait à jouer quelque chose qui ressemblait à un rituel de cour, entre une chèvre et une cornemuse. « Je quoi? Je quoi ?» balbutia Marcus. « Danse, c'est dans les règles. La bière doit inspirer le mouvement. La bière doit inspirer le mouvement. » Et ainsi, Marcus, historien, érudit, homme qui avait autrefois donné une conférence intitulée « L'impact socio-économique des navets, un conte de mise en garde », se retrouva à gesticuler de manière désordonnée devant une foule de centaines de personnes, tandis qu'Édith frappait un tambour fait de peau de chèvre et d'ambition douteuse. Et donc, Marcus, historien, érudit, homme qui avait autrefois donné une conférence intitulée « L'impact socio-économique des navets, une histoire à méditer », se retrouva à gesticuler de manière désordonnée devant une foule de centaines de personnes, tandis qu'Édith frappait un tambour fait de peau de chèvre et d'ambition douteuse. Le public applaudissait, totalement incertain de s'il assistait à un rituel de brassage ou à une défaillance publique. Enfin, il était temps de passer au jugement. Leur breuvage, versé dans un casque retourné qui avait été nettoyé à la hâte avec un chiffon de propreté douteuse, fumait sur la table, sa couleur oscillant entre l'or en fusion et la trahison légère. Les juges s'approchèrent. Sir Roderick Albéard, un homme dont la barbe semblait absorber la bière par osmose. Dame Gertrude de l'oignon mariné, qui sentait comme une explosion d'usine de vinaigre. Et le frère Thomas le flatulent, dont la contribution à la dégustation était plus un danger olfactif qu'une critique gustative. Ils ont siroté, ils tourbillonnaient, la moustache de Sir Roderick tressaillit, l'œil de Dame Gertrude tressaillit, frère Thomas lâcha un rot satisfait qui faillit renverser un passant. Il y eut une pause, puis, par les sandales détrempées des seins, murmura Sir Roderick, « C'est délicieux. » Gertrude s'exclama, « Un triomphe, un triomphe. » Marcus en pleura, presque. Marcus faillit pleurer. Édith a frappé l'air du poing si fort qu'elle a accidentellement lancé une pomme au miel dans le visage d'un jongleur. Juste au moment où il commençait à se vautrer dans la gloire éphémère, la marmite, oui, la marmite, commença à briller. Encore. Un léger bourdonnement emplit l'air, faisant vibrer les chopes de bière et provoquant un plateau de caillés de fromage à effectuer un lent et synchronisé balancement. « Pas encore », murmura Marcus, alors que la marmite laissa échapper un gargouillement grondant, cracha un nuage de vapeur de levure et les entraîna dans une nouvelle spirale chaotique de distorsion temporelle. Édith poussa un cri de joie. Marcus cria. Le pot brillait, comme un tonneau de bière dorée du destin. Et avec un dernier pop pétillant, ils étaient partis, laissant derrière eux une traînée de pommes fermentées, de miettes de beignets et une seule oie confuse. Chapitre 5. Les moines de la bière, de l'abbaye, de la mousse éternelle. Lorsque Marcus Butterworth reprit connaissance, la première chose qu'il remarqua fut l'odeur. C'était un brouillard âcre et de levure qui semblait s'insinuer dans ses sinus, s'enrouler autour de ses neurones et murmurer « Tu n'as aucune idée de l'endroit où tu es, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de l'endroit où tu es, n'est-ce pas ?»
La deuxième chose qu'il remarqua, c'était qu'il était allongé dans un tonneau de bière, spécifiquement une gigantesque cuve en bois, bouillonnant de manière inquiétante, avec ce qu'il ne pouvait décrire que comme du chaos liquide. La troisième chose qu'il remarqua fut Edith Saltpans, flottant à proximité, sur ce qui semblait être une roue de fromage de la taille d'une petite roue de chariot, ricanant comme une femme qui venait de découvrir que le voyage dans le temps, les mésaventures culinaires et les quantités excessives d'alcool constituaient un mode de vie parfaitement raisonnable. « Marcus !»« Marcus !» cria-t-elle, agitant ce qui ressemblait à une saucisse sur un bâton. « Tu es en vie. Et tu sens comme un accident de fermentation. Et tu sens comme un accident de fermentation. » Marcus se redressa, dégoulinant de bière, de dread existentiel et de haine de soi. Où sommes-nous? Que s'est-il passé avec le brew-off? Les juges? Les oies? Les oies? Edith sourit. Edith sourit. Oh, Marcus, toi, douce salade d'été. Nous sommes à l'abbaye de l'Éternel Mousse, foyer des moines de la bière, gardien des houblons sacrés, défenseur des mystères de la levure et fournisseur de la bière la plus forte, connue de l'homme. Elle pointa de manière dramatique, et Marcus, qui faisait de son mieux pour ne pas se noyer dans la bière, suivit son regard pour voir une immense abbaye de pierre s'élever au-dessus des cuves de bière, comme une cathédrale, dédiée à l'ivresse et aux mauvaises décisions. Les murs étaient bordés de fûts de la taille de cottage, de robinets à bière en forme de créatures mythiques, et de moines en robes brunes, chantant en remuant des cuves avec des pagaies de la taille de troncs d'arbre. L'air sentait le houblon, le bois humide et un léger regret. Tout l'endroit vibrait de l'énergie d'une brasserie mêlée à une journée de spa médiévale. Si votre idée de détente impliquait d'être accidentellement mariné dans de la bière, une voix tonitruante résonna d'en haut. Qui ose disturber la mousse sacrée? Qui ose troubler la mousse sacrée? Un moine apparut sur un balcon, les bras levés, comme s'il dirigeait une chorale d'anges ivres. Un moine est apparu sur un balcon, les bras levés, comme s'il dirigeait une chorale d'anges ivres. Sa robe était brodée de tiges d'orge dorées et sa barbe coulait comme une cascade de bière de blé. « Je suis frère Bulle. Je suis frère Bulle, déclara-t-il, premier brasseur de l'abbaye, gardien de la levure et grand prêtre du sacrement houblonné. Premier brasseur de l'abbaye, gardien de la levure et grand prêtre du sacrement houblonné. » Marcus cligna des yeux. Edith sourit. « Eh bien, » murmura Marcus, « au moins, il ne tient pas de louche. » Yet, il fut retiré hors de la cuve à bière par une équipe de moines, brandissant des pagaies en bois et des passoires surdimensionnées. Marcus se vit rapidement remettre une chope de quelque chose de suspectement mousseux, qu'il essaya de refuser poliment, jusqu'à ce qu'Edith la boive d'un seul coup et déclare que c'était de l'illumination liquide avec une touche d'hallucination. Frère Bubbles les regarda d'un air soupçonneux. « Vous arrivez sans prévenir, sans bénédiction, et... » Il renifla Marcus avec un dédain professionnel. « Non lavé. Pourtant, vous portez le pot de la peine et vous empestez les pommes fermentées. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. » Marcus soupira. « Je parie que c'est une prophétie. Une prophétie. » Bubbles hocha la tête solennellement. « Une prophétie. » Edith fit un point de victoire. Marcus grogna. Les moines se sont rassemblés en cercle, chantant pendant qu'ils brassaient. La chambre centrale de l'abbaye était un spectacle d'absurdité. Des cuves de fermentation de la taille de château fussent étectées, buvez ceci, et vous pourriez voir Dieu. Une statue dorée de saint Caskington, le carbonisé,
tenant une pinte éternelle. Et au centre, le fût sacré, gravé de runes anciennes, des bulles scintillant autour de lui, comme une aura de bière. Frère Bubbles expliqua, avec la gravité d'un homme qui avait peut-être inhalé trop de fumée de houblon, que le pot de la tristesse était la clé manquante pour déverrouiller la recette perdue de l'âle ultime. Une boisson si puissante, si savoureuse, si cosmiquement enivrante, qu'elle pouvait soit unir le royaume, soit déclencher accidentellement l'effondrement de l'univers connu. Marcus leva une main. Et quand, exactement, cela arrive-t-il? Frère Bubbles sourit. Au festival de la mousse, bien sûr. Qui commence? Poèche tout de suite. Le festival de la mousse était moins un festival qu'un rêve fiévreux alimenté par l'alcool. Il y avait des tournois de joutes de fût, où des moines lourdement armés montaient des chariots en forme de barils et essayaient de se renverser en utilisant de gigantesques bâtons de bretzel, beer pong, sauf que les gobelets étaient de véritables tonneaux en bois, et les balles de pong étaient des navets rôtis, une compétition de chant où les participants devaient interpréter des chants grégoriens tout en buvant de la bière dans des cornes de chèvre, et un concours de glissade de bière où les participants se lançaient sur un sol glissant de bière renversée, espérant atterrir dans un tonneau étiqueté pour les gagnants seulement. Marcus a essayé de rester en dehors de tout ça. Il l'a vraiment fait. Mais Edith l'a entraîné dans le match de joutes de fût, en criant « Pour la science !» en poussant un moine de son chariot et dans une pile de nonnes ivres. « Edith !» Marcus s'écria. « Nous sommes des invités, pas des légendes en devenir. » Edith termina, s'enfilant de la bière dans une chope à peu près de la taille d'un pot de chambre, alors que le soleil se couchait, baignant l'abbaye d'une lueur dorée et fondue. Le rituel de la dernière brasse commença. Les moines s'assemblèrent en cercle autour du fût sacré, chantant un hymne qui ressemblait étrangement à une chanson de beuverie, accompagnée de musique médiévale, à la lutte. Marcus et Edith furent poussés en avant, le pot de la souffrance leur étant enfoncé dans les mains. « Vous devez terminer la potion », intonna Frère Bull. « Ajoute l'ingrédient final. » Marcus plissa les yeux en regardant le rouleau que Edith avait glissé dans son tablier. Il était taché, imbibé de bière, et couvert de notes marginales comme « Ne mets pas trop de thym ou tu vas exploser » et « Demande à Joff pour le beurre de chèvre ». Le dernier ingrédient était « Le murmure de l'esprit de l'orge », lut Edith de manière dramatique. Marcus la fixa. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Avant qu'Edith puisse répondre, un léger vent balaya l'abbaye, faisant vibrer les tonneaux, tourbillonner la mousse et faisant briller le fût sacré d'une teinte-ambre dorée sinistre. « Ah !» dit Frère Bull, les yeux écarquillés, « l'esprit approche. » Soudain, de la mousse elle-même, une silhouette émergea. C'était à moitié un homme, à moitié un verre de bière, portant une couronne de houblon et des robes tissées d'étiquettes de bière. Sa voix résonnait comme le rot collectif de 1000 buveurs de tavernes médiévaux. « Je suis l'esprit de l'orge, » tonna-t-il. « Vous m'avez invoqué avec votre brassage imprudent et vos expériences culinaires encore plus imprudentes de voyage dans le temps. » Edith, imperturbable, lui fit un signe de pouce. Marcus envisagea brièvement de s'évanouir dans un tonneau. L'esprit de l'orge leur pointa un doigt mousseux. Terminer la préparation ou affronter la colère de la mousse. Marcus, qui était assez certain que la mousse était une métaphore, essaya de discuter, mais Edith avait déjà versé les ingrédients restants, pommes fermentées, houblon ancien et une pincée d'herbe mystérieuse dans le chaudron. L'abbaye trembla, la bière mousse. Les moines chantaient plus fort,
atteignant un crescendo d'extase alimenté par la fermentation. Et puis, avec un bruit semblable à une centaine de bouchons qui sautent en même temps, le fût sacré éclata en un geyser de bière dorée, scintillante, tombant sur la foule, comme une bénédiction des dieux des choix de vie douteux. Marcus, trempé et abasourdi, fixait le désordre. Édith leva sa chope bien haut et cria « À la mousse !» La foule rugit. Les moines dansaient, l'esprit de l'orge fit un clin d'œil à Marcus et se dissipa en brouillard. Et juste au moment où Marcus pensait que c'était fini, le pot de la peine se mit à vibrer de manière inquiétante, laissant échapper un rot semblable à un hoquet, et brilla à nouveau. Ça recommence, grogna Marcus, avec un dernier pouf parfumé à la bière. Ils avaient disparu, laissant derrière eux l'abbaye de la mousse éternelle, une traînée de chopes vides et une oie qui les avait inexplicablement suivis à travers le multivers. Chapitre 6. Les sorciers. Dupin de Sourdough, Hollow, Marcus Butterworth, se réveilla dans un endroit qui ne pouvait être décrit que comme le purgatoire du pain. L'air était chaud et levuré, comme si une gigantesque boulangerie avait pris vie, s'était enivrée d'hydromel et avait décidé d'organiser une rave. Le sol sous lui était spongieux, comme s'il était allongé sur un matelas entièrement fait de focaccia mal cuite. « Édith » croassa-t-il, levant la tête et le regrettant immédiatement lorsqu'une miche de seigle croustillante tomba d'un rebord voisin et atterrit directement sur son visage. Un rire familier résonna d'en haut. « Bienvenue à Sourdough Hollow, Marcus. » Marcus cligna les yeux pour voir Edith Saltpence, perchée sur ce qui semblait être un trône géant de pain, portant une guirlande de baguettes rassis, comme une déesse culinaire du gluten. Elle était flanquée de figures en robes flottantes saupoudrées de farine, leurs barbes tressées de bâtonnets de pain, leurs bâtons surmontés de torsades de bretzel, et leurs yeux brillants de la sorte de folie, fermentée généralement, réservée aux fromagers et aux philosophes qui avaient été enfermés trop longtemps dans une cave. « Les sorciers du pain », chuchota Édith de manière dramatique, gesticulant comme une femme révélant les secrets de l'univers, ou du moins le secret d'un levain à peu près correct. Marcus se redressa, grimaçant en délogeant un crouton friable de son oreille. Les sorciers du pain. En effet, tonna une voix si profonde qu'elle aurait pu être générée par un orgue de cathédrale, alimenté par une angoisse existentielle. Un homme grand et décharné s'avança, sa robe un patchwork de morceaux de tablier et de sacs de farine, une couronne de biscuits rassis, perchée de manière précaire sur sa tête. Il tenait un bâton qui semblait être un rouleau à pâtisserie, sculpté dans un chêne ancien, parsemé de ce qui ressemblait à des raisins secs. « Je suis le grand maître Crumbulus le Levé », intonna-t-il, premier du pain, gardien de la croûte et grand prêtre de la sainte fermentation. Marcus toussa, inhalant accidentellement un nuage de farine et manquant de s'étouffer. « Bien sûr que tu l'es. » Les sorciers du pain les entourèrent, murmurant des incantations qui ressemblaient étrangement à des recettes de pain lues à l'envers, évidemment. Édith était dans son élément, rayonnante, alors qu'elle serrait la main d'un sorcier dont la barbe était tressée en un nœud de bretzel parfait, et d'un autre qui se présenta comme sœur Ézéchiel du pain germé. Marcus, cependant, était profondément alarmé. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il en scrutant les environs, un village entièrement fait de pain. Les bâtiments étaient construits en briques de seigle durcies, les rues pavées de pain plat, et les lampadaires semblaient en être de gigantesques bâtonnets de pain à l'ail. Même les oiseaux semblaient en être faits de miettes de pain au levain.
picorant paresseusement des cailloux de pain de seigle rassis. « Tu comprendras, » dit Crumbulus en plissant les yeux, « car toi, Marcus Butterworth, est l'élu, le chuchoteur de levure, annoncé par la prophétie des rouleaux sacrés de la baguette. » Édith poussa un cri étouffé. Marcus pâlit. « Oh non !» murmura-t-il. « Pas encore une autre prophétie. » Ils furent conduits dans la grande salle de la pâte, où une immense fresque représentait la légende des sorciers du pain, un récit d'anciens boulangers qui découvrirent la magie de la fermentation, apprirent à apprivoiser la levure sauvage et créèrent le premier levain si puissant qu'il pouvait faire lever un royaume ou une rébellion. Édith était pratiquement en train de vibrer d'excitation. Marcus, quant à lui, développait un tic nerveux dans son œil gauche dû au stress. Crumbulus expliqua. Le chuchoteur de levure est destiné à réveiller la mère pâte, le levain ancien qui a donné naissance à tout le pain. Il est resté dormant pendant 1000 ans, gardé par les sentinelles du pain au levain, attendant celui qui pourra commander son pouvoir. « Laisse-moi deviner, » murmura Marcus. « Tu penses que c'est moi ?» Crumbulus hocha la tête solennellement. « Oui, car vous êtes arrivé ici en serrant le pot de la peine, le légendaire vaisseau de la malice culinaire, et vous sentez légèrement le pain grillé brûlé et le destin. Avant que Marcus ne puisse s'opposer, un gong fait d'une boîte à pain retournée retentit. « Il est temps, » déclara Crumbulus, « pour le procès de la miette. » Marcus fut traîné, littéralement, au centre de la salle, où un colossal pain au levain trônait sur un piédestal, sa croûte fissurée comme la surface d'un ancien volcan, de la vapeur s'échappant de ses évents. « Pour réveiller la mère pâte, » intonna Crumbulus, « vous devez affronter 3 défis. Le défi du gluten, un labyrinthe de pâtes qui lève et mettra à l'épreuve votre agilité. L'épreuve de la volonté, un test de votre capacité à résister au chant des sirènes des pâtisseries interdites. Et la tâche finale, le choix du briseur de croûte. Choisir le vrai pain parmi une table de leurre, chacun plus tentant que le précédent. » L'âme de Marcus quitta silencieusement son corps. Édith applaudit comme une enfant gâtée par le sucre à un festival de gâteaux. Le gantelet du gluten était exactement ce à quoi il ressemblait. Marcus se retrouva à courir à travers un labyrinthe vivant de pâtes qui lèvent, les murs pulsatifs et s'étendant comme si le pain lui-même respirait. Tous les quelques pas, il était frappé par un bâton de pain rebelle, trébuchait sur une baguette agressive ou était attaqué par un croissant errant. Il est sorti du parcours couvert de slime de pâte, les yeux fous, les cheveux en bataille, comme un homme qui aurait mené une guerre contre une boulangerie particulièrement vengeresse. Édith, regardant depuis les lignes de touche, lui fit un signe de pouce et prit des notes détaillées. Ensuite vint la preuve du testament. Marcus était assis devant une longue table ployant sous le poids des pâtisseries les plus décadentes et interdites que l'on puisse imaginer. Des crullers saupoudrés de sucre qui murmuraient des douceurs. Des croissants au chocolat fondant qui exhalaient la tentation. Un millefeuille imposant qui semblait l'appeler avec chaque couche feuilletée. On lui avait dit de les résister pendant 10 minutes, ce qui ressemblait à une éternité enveloppée d'angoisse. Édith, quant à elle, goûtait les pâtisseries avec désinvolture, déclarant « Je fais juste le contrôle qualité, Marcus. » Marcus, tremblant de l'effort, de ne pas manger un Danois qui sentait le péché et la cannelle, a à peine tenu le coup, bien qu'il ait accidentellement léché une profiterole, ce qui lui a valu un regard sévère de Crumbulus. Enfin, le choix du briseur de croûte.
Marcus fut présenté avec une table de pain, un pain au levain d'épeautre en forme de dragon, une brioche dorée, infusée au safran, un pain de seigle si dense qu'il pourrait être utilisé comme une arme, un humble pain de campagne, simple et sans prétention. Édith murmura « Prends le pain de seigle, Marcus. » Ça a du caractère, mais Marcus, désormais complètement brisé par le gluten, se dirigea vers la miche de pain de campagne nature. Et au moment où il le fit, toute la salle explosa dans une tempête de farine et de confettis. La mère Pat se réveilla. Elle s'est répandue de son lieu de repos dans un chaudron doré, bouillonnant et pulsant de l'énergie de 1000 générations de boulangers, rayonnant une aura de confort, de glucides et d'abonnement à la salle de sport non honorée. Vous l'avez fait. Crumbulus pleura, des larmes de farine coulant sur ses joues. Le chuchoteur de levure a réveillé la mère Pat. La prophétie est accomplie. Pourquoi est-ce ma vie? Marcus, fixant le morceau de pâte sensible qui tentait maintenant de se tresser en une forme vaguement inappropriée, murmura simplement « Pourquoi est-ce ma vie? Pourquoi est-ce ma vie ?» Édith, sirotant une tasse de bière de seigle fermenté, sourit. Parce que c'est amusant. Mais avant que Marcus ne puisse se jeter dans une cuve de bouillie bouillante pour échapper à son destin, le pot de malheur, brillant d'un éclat sinistre sur l'autel, laissa échapper un gargouillement sourd et roulant. L'air scintilla, le sol trembla, et avec un dernier souffle parfumé à la farine, ils furent emportés une fois de plus, laissant derrière eux une traînée de miettes, une volée de pigeons au levain confus, et Crumbulus agitant un bâton de baguette comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de maniaques obsédés par le pain. Chapitre 7. Le festival de la Coupe d'Or et la catastrophe de la bière. Marcus Butterworth s'est retrouvé face contre terre, dans une flaque de boue qui sentait, étrangement l'orge fermentée et les espoirs écrasés. Alors qu'il gémissait, en retirant sa tunique de ses yeux, il reçut en pleine figure une cuisse de poulet volante. « Marcus !» Edith Saltpans cria, émergeant de la fumée comme une glorieuse déesse de la malice, légèrement grasse. Ses cheveux étaient ornés de brindilles, de plumes et de ce qui ressemblait à une branche de thym. Elle souriait comme une femme qui avait soit découvert le secret de l'immortalité, soit venait de descendre 3 chopes d'hydromel, peut-être les 2. « Nous sommes arrivés », cria-t-elle en écartant les bras. Marcus se redressa, crachant une lentille égarée. « Où sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous maintenant ?» Avant qu'Édith puisse répondre, un héros portant un chapeau ridicule en forme de tankard de bière souffla dans une corne si fort que le cérumen de Marcus se réorganisa brièvement en forme de petit dracard avant qu'Édith puisse répondre. Un héros portant un chapeau ridicule en forme de chope de bière souffla dans une corne si bruyamment que le cérumen de Marcus se réorganisa brièvement en forme de petit dracard viking. Bienvenue à tous au festival de la Coupe d'Or. Le héros tonna. Une célébration de toutes choses liquides, imprudentes et complètement non réglementées. Une célébration de tout ce qui est liquide, imprudent et complètement non réglementé. Marcus regarda autour de lui. Marcus regarda autour de lui. Il se tenait dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un gigantesque festival médiéval de la bière croisée, avec un marché aux puces et une vente de bétail. Il y avait des tentes à bière, gonflant comme des voiles de navire, avec des panneaux vantant « Gueule de bois, garantie » ou « Votre argent de retour », des bardes errants jouant de la lutte, avec une telle férocité que les cordes se cassaient et que les spectateurs se baissaient,
des jongleurs lançant des tancards, des miches de pain, et de temps en temps, un poulet en colère, et une gigantesque coupe dorée au centre de la place, si massive qu'elle nécessitait un système de poulies et au moins 2 bœufs légèrement terrifiés pour la maintenir droite. C'était un spectacle. Edith était déjà plongée jusqu'au coude dans un tonneau de navets marinés, quand Marcus l'a rattrapée. « Nous sommes ici pour le défi de la coupe », annonça-t-elle, son visage rayonnant de détermination et peut-être d'une touche de folie provoquée par la bière. Marcus cligna 2 yeux. Quoi maintenant? Le défi de la coupe? Un brasseur de passage intervint utilement, équilibrant 3 chopes sur sa tête et tenant une pancarte qui disait « Concours de goulets de vieille bière, sponsorisé par Léger Regret ». C'est simple. Edith sourit, ses yeux pétillants comme ceux d'un pirate découvrant une cave à rhum non gardée. Vous participez à une série de jeux de boissons de plus en plus ridicules, dangereux et potentiellement mortels, culminant dans un affrontement final au calice d'or du destin. Et le prix? Marcus demanda prudemment. Gloire éternelle, une provision de bière à vie et peut-être un chapeau très élégant, chuchota Edith de manière dramatique. Marcus soupira, ressentant déjà les premiers signes d'un mal de tête qu'il savait le hanter pendant des années. Le premier défi était la course de tonneaux de bière, où les concurrents devaient en faire rouler un énorme baril à travers un parcours d'obstacles rempli de fosses de boue, de chèvres en colère et de badauds extrêmement peu coopératifs. Edith s'y jeta comme une femme possédée, utilisant une chèvre comme bélier improvisé. Marcus, entraîné dans le chaos contre son gré, se retrouva coincé dans un tonneau, roulant en bas de la colline, tout en criant quelque chose à propos de police d'assurance et de peur existentielle. Ils ont terminé la course à la 2e place, battus de justesse par un homme nommé Hogarth le demi-sou, qui semblait être ivre, aveugle d'un œil et alimenté uniquement par la rancœur et les oignons marinés. Ensuite vint le face-à-fermentation, un jeu qui consistait à deviner les ingrédients de breuvages mystérieux, les yeux bandés. Edith était troublante de précision, identifiant un mélange de panais fermentés, de baies de genièvre et de quelque chose qui sentait la tristesse. Marcus, cependant, confondit un fût de bière au miel avec de la sueur de chèvre mélangée à du désespoir, ce qui lui valut un regard désapprobateur de la guilde des brasseurs. « C'est un goût qui s'acquiert », murmura Edith avec sympathie, lui donnant une tape dans le dos si forte qu'il faillit avaler sa propre langue. Le 3e défi était le lancer de chopes de la mort. Les concurrents devaient lancer des chopes de bière, pleines sur une cible tout en se tenant, sur une plateforme qui tournait, tanguait et crachait occasionnellement de la vapeur sans raison apparente. Edith a atteint le centre de la cible dès son premier essai, sa chope explosant en une pluie de mousse et d'applaudissements. Marcus, en revanche, réussit à lancer sa chope en arrière, frappant accidentellement un moine au visage et provoquant une légère crise théologique. Au moment où ils atteignirent le dernier défi, le chugaton de la coupe d'or, Marcus était trempé de bière, légèrement commotionné, et remettait en question toute son existence. Les règles étaient simples, boire dans la coupe d'or jusqu'à ce que vous perdiez connaissance, atteigniez un plan d'existence supérieur ou commenciez à parler couramment le latin, malgré le fait de ne jamais l'avoir étudié. Edith saisit la coupe en premier, la brandissant comme une seigneur viking, et commença à boire avec l'intensité d'une femme qui avait un jour osé frémir un sanglier entier par pure curiosité. Marcus essaya de suivre,
mais fut immédiatement submergée par le volume immense de la coupe, qui semblait se remplir d'elle-même grâce à une magie ancienne et sombre de la bière. Il a tenu environ 12 secondes avant de s'effondrer en arrière sur une botte de foin, murmurant « Dites à mon comité de thèse que je suis désolé ». Juste au moment où Édith s'apprêtait à revendiquer la victoire, la coupe d'or commença à briller de manière inquiétante. « Oh non !» grogna Marcus depuis le sol, à peine conscient. « Oh oui !» s'exclama Édith en levant haut le gobelet. Le gobelet scintilla, trembla, puis explosa en un geyser de bière dorée, propulsant Édith, Marcus et un furet très confus en gilet dans les airs. Ils tombèrent à travers le ciel, atterrissant dans un immense tonneau d'hydromel, juste au moment où le pot de malheur, étincelant au soleil comme un présage de chaos, s'éveilla à nouveau. Avec un dernier souffle mousseux, ils disparurent, laissant derrière eux un festival en plein chaos, une traînée de bière renversée et un panneau qui disait « Veuillez boire de manière responsable, sauf si vous êtes déjà dans un tonneau. » Chapitre 8. Les moines du fromage de l'abbaye. Moisi. La première pensée de Marcus Butterworth, en reprenant conscience, fut « Oh non, pas encore ». Sa deuxième pensée, alors qu'il décollait un morceau de brie de son front et essayait de se redresser, fut « Pourquoi tout sent-il le pied et le regret ?» Pourquoi tout sent-il le pied et le regret? Sa troisième pensée, en ouvrant les yeux et en réalisant qu'il était allongé sur une gigantesque roue de fromage en sueur, fut sa troisième pensée, en ouvrant les yeux et en réalisant qu'il était allongé sur une gigantesque meule de fromage en sueur, fut « Je suis en enfer, ou pire, un bistrot français. Bienvenue à l'abbaye moisie, Marcus. » La voix d'Édith résonna avec l'enthousiasme de quelqu'un qui venait de découvrir une nouvelle espèce de champignon et une excellente bouteille de vin simultanément. Elle se tenait triomphalement au sommet d'une pile de rondelles de fromage bleu, ses bottes s'enfonçant dans le fossé de fromage semi-liquide et visqueux qui entourait l'abbaye. Ses cheveux étaient ornés de croûtes de fromage enroulées, et elle portait un collier de cubes de cheddar, vieilli comme une reine guerrière des produits laitiers. Autour d'eux, les moines du fromage s'affairaient, leurs robes éclaboussées de taches de lait, leurs sandales laissant des empreintes collantes, alors qu'ils portaient d'énormes meules de fromage sur leur dos, comme de véritables sherpas laitiers médiévaux. L'air était chargé de l'odeur de camembert, bien affinée, de roquefort ancien, et d'au moins une expérience catastrophique de parmesan. Une bannière flottait au-dessus, brodée des mots. Abbaye moisie, fournisseur de l'acre, gardien du cahier. Sentez-nous avant de nous voir. Un moine bedonnant avec une barbe si emmêlée qu'elle semblait abriter un écosystème de culture microbienne s'approcha d'eux. Je suis frère Gorgonzalor, grand fromager de la laiterie sacrée, gardien des fromages anciens et architecte en chef de la grande catacombe de Gruyère. Marcus cligna. Quoi maintenant? Quoi maintenant? Gorgonzalor désigna derrière lui, où un réseau labyrinthique de tunnels de fromage disparaissait dans la terre. Gorgonzalor fit un geste derrière lui, où un réseau labyrinthique de tunnels de fromage disparaissait dans la terre. La catacombe de Gruyère, sculptée au fil des siècles par des moines armés de peu plus que des couteaux à fromage et de ténacité. Elle abrite les fromages perdus de l'Antiquité, dont certains sont si vieux qu'ils ont développé leur propre langage primitif. Les yeux d'Édith brillaient du dangereux éclat d'une femme sur le point de commettre des crimes culinaires contre la nature. Marcus, quant à lui, se demandait si l'étouffement par le fromage était une cause de décès reconnue.
Ils furent conduits dans la salle de l'éclaircissement, au cheddar, une vaste chambre, éclairée par des bougies faites de suif vieilli, infusées de lactosérum, des statues de Saint Lactos, le fermenteur, et de Dame Brie, de Normandie, les surveillaient, leurs visages en marbre enduit, de ce que Marcus espérait n'être que du gouda fondu. Gorgonzalor leur parla gravement. « Vous portez le pot de la peine, un vaisseau de chaos. Et pourtant, cela vous a amené ici. » Marcus essaya d'expliquer qu'il n'avait absolument aucun contrôle sur l'endroit où il se retrouvait. Mais Édith le frappa brusquement du coude et murmura « Chut, c'est le destin, Marcus, ou du moins le destin avec une forte odeur. » Gorgonzalor continua. « Le festival de l'écorce florissante est à nos portes. La légende parle d'un réveil fromager, un moment où les roues anciennes de l'abbaye moisie se lèveront et choisiront un nouveau grand fromager pour guider les moines vers une nouvelle ère d'illumination laitière, ou peut-être provoquer un tremblement de fromage catastrophique. C'est vraiment une question de chance. » Édith fut immédiatement nommée écuyère honoraire du fromage, un titre qu'elle accepta avec l'enthousiasme de quelqu'un à qui l'on remet les clés d'une cave pleine de fromages interdits. Marcus, à son grand désespoir, fut désigné comme le turophile élu, destiné à entreprendre les 3 épreuves sacrées du cahier. Le défi des croûtes, un parcours d'obstacles traîtres avec des roues de fromage glissantes, des fosses à fondue piégées et des chèvres sauvages portant des chapeaux faits de tranches de cheddar. La bataille des plateaux, un duel culinaire mené sur d'immenses plateaux de charcuterie, armés uniquement de couteaux à fromage et d'une compréhension douteuse de la physique. Le camembert murmureux, une confrontation finale avec le plus ancien fromage de l'existence, censé détenir des secrets anciens, possiblement une conscience, et le pouvoir de rendre un homme fou. Le gantelet des croûtes a commencé, avec Marcus poussé sur une plateforme glissante et inclinée de gruyère, affinée, où il a immédiatement perdu pied et a glissé face première dans une avalanche de brie. Il a à peine évité d'être aplati par une meule de pecorino de la taille d'un petit chariot, pour se faire plaquer ensuite par un troupeau de chèvres miniatures qui semblait digérer une opération laitière clandestine dans le coin. Édith acclamait avec enthousiasme, croquant dans un morceau de gouda fumé, comme si elle regardait un feuilleton particulièrement captivant. Marcus émergea du parcours couvert de goût de fromage, un morceau de Stilton collé dans son dos, et avec le soupçon lancinant qu'il ne se remettrait jamais complètement de l'expérience, ni émotionnellement, ni olfactivement. La bataille des planches était, si possible, encore plus absurde. Marcus affronta frère Limburger, un moine si profondément imprégné par l'odeur des fromages à croûte lavée que des oiseaux tombaient du ciel en sa présence. Le duel était un tourbillon de couteaux à fromage volant, de placements stratégiques de salami, et d'au moins un incident où Marcus a accidentellement catapulté une meule de brie dans le clocher du monastère, faisant sonner les cloches en parfaite harmonie avec Greensleeve. Finalement, Marcus a gagné purement par accident lorsqu'il a trébuché sur ses propres lacets, en voyant une tour de Stilton s'effondrer sur frère Limburger, qui a été temporairement enseveli sous une avalanche de fromage. Enfin, le camembert murmurant. Marcus fut conduit dans une chambre sombre et humide, où l'air était si chargé d'ammoniac et de spores de moisissure qu'il sentit son âme essayer de quitter son corps, pour des pâturages plus propres. Le fromage lui-même reposait sur un piédestal, sculpté dans du parmesan pétrifié, brillant faiblement dans l'obscurité. Alors que Marcus s'approchait,
Il commença à chuchoter dans un accent étrange, vaguement français. « Marcus, tu cherches des réponses, mais tout ce que tu trouveras, c'est point Jésus croûte, Jésus croûte. » Marcus recula en arrière, les yeux écarquillés, alors que le camembert gloussait follement et relâchait un nuage de spores qui donna brièvement à Marcus une vision de l'univers comme une gigantesque meule de roquefort, tournoyant sans fin à travers le temps. Finalement, Marcus fut déclaré grand urophile de l'abbaye moisie, à son grand désarroi et au plaisir incommensurable d'Édith. Gorgonzalor lui présenta une couronne de fromage, un sceptre en bâtonnet de pain et une brouette de camembert non pasteurisé, que Marcus tenta poliment de décliner, mais dont il fut informé qu'il avait désormais le devoir sacré de protéger. Alors que Marcus se résignait à un avenir en tant que pape du fromage réticent, le pot de malheur commença à briller de manière sinistre une fois de plus. « Pas encore », grogna Marcus, alors que le sol sous leurs pieds tremblait avec la fureur de 1000 cahiers en rébellion. Avec un dernier souffle humide, ils furent emportés, laissant derrière eux les moines du fromage de l'abbaye moisie, un petit mais puissant tremblement de fromage et l'arôme persistant de fromage bleu, de mauvaises décisions et de destin. Chapitre 9. Les prophètes de Picklewood. Marcus Butterworth se réveilla dans un champ de concombres. Ils étaient partout, des concombres brillants, verts, dérangeusement phalliques, s'étendant à perte de vue. Certains étaient petits et bosselés, d'autres aussi longs que son avant-bras, et un spécimen particulièrement menaçant, près de son pied, avait une courbure qui semblait se moquer de lui avec un dédain concombresque. « Oh, génial !» grogna Marcus en balayant les feuilles de concombre de sa tunique. « Nous avons atterri dans une salade. Pas n'importe quelle salade. » Edith Saltpans chanta, surgissant de derrière un buisson en forme de baril. Son chapeau était maintenant orné de petits cornichons sur des cure-dents, ses joues enduites de ce qui semblait être de la moutarde épicée, et ses yeux brillaient comme ceux d'une femme qui venait de découvrir une nouvelle forme de chaos. Bienvenue à Picklewood, la terre sacrée des marinés, des fermentés et des conservés de manière douteuse. Bienvenue à Picklewood, la terre sacrée des marinés, des fermentés et des conservés douteux. Comme si son enthousiasme avait été convoqué. Un chœur de cloches et de ukulélés désaccordés résonna dans l'air, une charrette apparut, grinçant sous le poids de fûts, empilés plus haut que les ambitions d'un ivrogne. Le conducteur, un homme avec un harengue mariné pendu à une oreille et une tunique brodée de petits concombres, leur fit signe avec enthousiasme. « Bienvenue, voyageurs », appela-t-il, au festival annuel des éclairés à la Saumure, au festival annuel des Lumières de Saumur. Avant que Marcus puisse protester, un nuage de confettis en choux déchiquetés éclata autour d'eux, et ils furent emportés dans le chaos de Picklewood proper. Avant que Marcus ne puisse protester, un nuage de confettis en choux râpés éclata autour d'eux, et ils furent emportés dans le chaos de Picklewood proper. C'était comme être engloutis tout entier par un rêve fiévreux fermenté. Partout où ils regardaient, il y avait des marchands de cornichons vantant leurs produits, avec des slogans comme « Notre Annette vous ravira » et « Croquant garantie ou remboursement ». Il y avait des jongleurs de cornichons lançant des cornichons en l'air, tout en se tenant en équilibre sur des tonneaux. Des poètes du cornichon récitant des odes aux nobles concombres avec une sincérité alarmante. Des philosophes du cornichon débattant des mérites du sucré contre le salé autour de cuves de saumure fumantes, et une statue géante de cornichon au centre de la place, scintillante au soleil, gravée avec les mots « En vinaigre nous croyons ».
L'estomac de Marcus se noua. Les yeux d'Edith pétillaient. « Marcus, nous devons participer au grand défi des cornichons, » déclara-t-elle. Le pickle gauntlet, comme il s'est avéré, était moins une compétition amicale et plus un test de survie chaotique conçu par des fous en tablier. Les concurrents devaient dépasser une horde de concombres agressifs, animés par ce que Marcus ne pouvait qu'assumer être de la magie sombre et salée qui roulaient après eux, comme des boules de bowling vertes en colère, affronter le puits aigre, une cuve de liquide mystérieux fermenté, où les âmes sensibles et les estomacs fragiles étaient promptement éjectés via une catapulte étiquetée « Express du regret ». Conquérir la tour des lances. Un parcours d'obstacles entièrement construit avec des lances de cornichons précocement équilibrées, où un faux pas pourrait entraîner une empalement très inconfortable. Edith, naturellement, s'est lancée dans le premier défi avec un cri de joie, en criant quelque chose comme « embrasser la saumure », en faisant un salto périlleux par-dessus un concombre rebelle. Marcus, moins enthousiaste, se retrouva coincé par un cornichon particulièrement menaçant de la taille d'un chien de berger qui semblait grogner. « Je ne suis pas assez payé pour ça », murmura-t-il en lançant une lance de deal à proximité, comme un javelot, et en fuyant pour sa vie. Après une série de mésaventures de plus en plus absurdes, y compris un moment malheureux où Marcus est tombé dans un tonneau de navets marinés et est ressorti sentant comme une collation médiévale, horriblement ratée. Ils ont réussi à passer à l'événement final, le rite de la saumure des prophètes. Ils furent conduits à une immense tente, ornée de bannières, proclamant « Seuls les élus goûteront à la saumure sacrée ». À l'intérieur se trouvaient les prophètes de Picklewood, un groupe de figures anciennes et ratatinées qui semblaient avoir été fermentées depuis au moins un siècle. Leur barbe était teintée de vert, leur molbe croûtée de sel, et ils étaient assis en tailleur autour d'un immense récipient de saumure scintillante et lumineuse qui bouillonnait de manière inquiétante, comme le chaudron d'une sorcière. Le prophète en chef, l'ancien Brynos, parla d'une voix comme une charnière rouillée grinçant dans le vent. « Avancez, chercheurs, car au sein de la sainte saumure se trouve la vérité, ou le tétanos. Qui est assez courageux pour en prendre une gorgée? Qui est assez courageux pour goûter ?» Edith poussa Marcus si fort qu'il faillit tomber face première dans le vat. Edith poussa Marcus si fort qu'il faillit tomber la tête la première dans la cuve. Marcus fixa le liquide bouillonnant qui sentait le vinaigre, l'ail et légèrement le destin funeste. De petits cornichons flottaient à la surface comme des âmes perdues dans l'abîme salé. L'ancien Brynos fit un geste grave. Siroter, c'est voir. Voir, c'est savoir. Savoir, c'est probablement le regretter. Marcus, réalisant que la résistance était futile, se pinça le nez et prit une gorgée. Le monde a explosé dans un kaléidoscope de visions salées. Il vit un champ de bataille de cornichons sentients, armés de lances et de petits boucliers, menant la guerre contre une coalition de radis renégats. Un gigantesque concombre céleste flottant dans l'espace, murmurant « Tous seront marinés à la fin ». Edith, menant une armée de guerriers aux choux fermentés, brandissant un bâton, surmonté d'un pot de cornichons, criant « Pour la sauce, pour la gloire ». Lorsque la vision prit fin, Marcus se retrouva sur le dos, couvert de jus de cornichon, haletant et se demandant sérieusement s'il venait d'être endoctriné dans une secte. Edith, quant à elle, buvait du jus de cornichon, directement du fût, en ricanant comme une femme possédée par l'esprit d'une ancienne reine des cornichons. Les prophètes hochèrent la tête en signe d'approbation.
Vous avez vu la vérité de la saumure, intonna l'ancien Brinos. Vous êtes maintenant un avec le Picklewood. Allez et répandez l'évangile du croquant. Avant que Marcus ne puisse s'opposer, le pot de la peine, brillant de manière menaçante sur un piédestal, fait de bocaux de cornichons empilés, se mit à vibrer violemment. « Oh non !» grogna Marcus, reculant précipitamment. « Oh oui !» chuchota Edith, souriant avec la joie débridée de quelqu'un qui venait de survivre à une apocalypse de cornichons et était prête pour plus. Avec un dernier tour, imbibé de saumure, ils disparurent à nouveau, laissant derrière eux une traînée de traces détrempées, une chèvre confuse portant un chapeau en forme de cornichon et un panneau qui disait « Picklewood, venez pour la saumure, restez pour les cauchemars ». Chapitre 10. Le festin des saveurs oubliées. Marcus Butterworth avait un problème, un gros problème, fumant, bouillonnant, débordant. Ce problème s'appelait Edith Saltpans, qui en ce moment même se tenait triomphalement au sommet d'une longue table faite de sangliers découpés et de choux rôtis, criant « Que le festin commence !» tout en brandissant une cuisse de dinde dans une main et une louche enflammée dans l'autre. Autour d'eux, le festin des saveurs oubliées se déroulait comme un cauchemar rêvé par un chef trop caféiné après une frénésie de 6 heures sur des rouleaux de cuisine médiévale. C'était un banquet de folie, un buffet d'idées saugrenues, un étalage de « qui a pensé que c'était comestible ?» Il y avait des plats comme anguilles au mariné, farcies aux gousses d'ail fermentées et à l'optimisme, tête de chèvre flambée, accompagnée d'une pointe de dread existentielle, tour de pied de vache gélifiée, couronnée d'une seule cerise défiant crêpes au levain, trempée dans de l'hydromel, épicée et du regret, un cygne rôti entier farci d'un noix rôti, farci d'un faisan rôti, farci d'une perdrix, farci de une souris douteuse, probablement un accident. Marcus regarda avec horreur une table de moine, en tablier, dévoiler une création monstrueuse appelée la grande tarte du désespoir, qui semblait contenir au moins 4 espèces différentes d'animaux, plusieurs fruits et, à en juger par la faible lueur, possiblement de l'uranium. Edith, naturellement, était dans son élément. Elle a traversé le festin comme un tourbillon d'anarchie culinaire, fourrant ses poches de tranches de navets confites, équilibrant une assiette de tripes au miel sur sa tête, et poursuivant une poule en fuite qui avait été déclarée 7e plat d'une manière ou d'une autre. « Marcus, Marcus !» cria-t-elle en agitant une énorme fourchette à cornichons dans les airs. « Vous devez essayer les cuisses de grenouille fermentées flambées. Elles sont audacieusement croustillantes. Ils sont audacieusement croustillants. » Marcus tenta de protester, mais fut attaqué par un homme en manteau de feuilles, de choux, qui lui tendit une coupe de sang de bœuf épicé en chantant « Bois pour les ancêtres ». Marcus essaya de protester, mais fut attaqué par un homme en manteau de feuilles de choux, qui lui enfonça une coupe de sang de bœuf épicé dans les mains, en chantant « Bois pour les ancêtres, buvez pour les vaches, buvez pour le chaos, à la folie ». Le maître de cérémonie du festin, un homme connu seulement, sous le nom de Sir Basil the Bold, frappa une cuillère géante contre le crâne d'un sanglier rôti et annonça le début du concours épique de mangeage. Les règles étaient simples, mange autant que possible, survivre. Essayez de ne pas pleurer en public, mais c'est acceptable après le 9e plat. Les prix. Une couronne faite de graissins rassis, une louche dorée d'hygiène douteuse et le titre de « glouton du royaume », qui n'apportait absolument aucun avantage, un léger sentiment de honte et des indigestions d'avis. Edith s'est lancée dans le concours avec l'enthousiasme d'une femme qui avait une fois mangé un navet cru sur un défi
et avait survécu. Elle était confrontée à une liste de personnes vraiment dérangées, y compris Bartholomew le Gonflé, un homme si large qu'on disait qu'il avait son propre code postal, Helga la jambe creuse, qui prétendait avoir mangé un mouton entier en une seule fois, Père Pudding, un moine, qui avait fait vœu de silence, sauf quand il criait pour avoir plus de pudding, et Sven, le fermenteur, McGrub, qui était arrivé portant un collier d'oignons marinés et l'air d'un homme qui n'avait jamais dit non à une seconde portion de sa vie. Le concours commença avec éclat, des plateaux fumants, des poêles crépitantes, des casseroles bouillonnantes de liquide douteux. Marcus essaya de rester en dehors de tout ça, mais Edith l'attrapa par le col, en sifflant « Si nous survivons à ça, Marcus, nous deviendrons des légendes. » Marcus murmura quelque chose à propos de légendes de crampes d'estomac, mais il était trop tard. Une assiette de hérisson mijotée dans du lait d'amande lui fut fourrée dans les mains, et le chaos commença. Les plats arrivaient à un rythme effréné. Pudding de carottes amères surmonté de foie, de chèvre frit, pain de seigle farci, d'escargots épicés et de désespoir, des rouleaux de choux, aigres à la manière de picklewood enveloppés dans de la peau d'anguille, une tarte qui émettait un bourdonnement audible lorsqu'on la coupait, des boules de navets glacées, enflammées et lancées à travers la pièce pour un effet dramatique. Marcus essayait de se contrôler, mais Edith dévorait tout comme une femme possédée par le fantôme d'un buffet viking. Elle a englouti une tarte au saumon, fermentée, entière, sans mâcher, et a rugi « Je suis le festin! Je suis le festin !» Quelque part autour du 17e plat, la vision de Marcus commença à se brouiller. Il était assez certain que les figues confites qu'il venait de manger lui chantaient en latin. La pièce s'inclina. Le sol semblait onduler, comme de la sauce sur une journée chaude. Un homme portant un chapeau, en forme de cornichon, chuchota. Les secrets sont dans la sauce, puis disparut dans un nuage de fumée, au parfum de vinaigre. Au cours 24, Marcus eut une expérience hors du corps. Il flottait au-dessus du festin, se regardant siroter frénétiquement de l'hydromel, mâcher du fromage ancien et esquivait un pudding enflammé hors de contrôle. Edith agita su formée et spectrale. « Marcus, tu flottes, c'est soit un bon signe, soit un mauvais. » Marcus, dans sa confusion, essaya de répondre mais ne réussit qu'à dire « Saumure-moi de côté et appelle-moi un cornichon » avant de s'effondrer dans un bol d'anguilles engelées. Et puis, alors que la pièce tournait et que l'air se remplissait du parfum de fenouil brûlé et de triomphe, le pot de malheur commença à briller. « Oh non !» gémit Marcus, à peine capable de lever la tête. « Oh oui !» chuchota Edith, les yeux brillants d'une joie folle. Avec un dernier éclat humide, le pot de chagrin les engloutit, laissant derrière lui une traînée de tartes à moitié mangées, de coupes renversées, et le son obsédant d'une lutte jouant la ballade de victoire la plus triste du monde. Ils tombèrent à travers l'espace, collants de sauce et de honte, et alors que le monde revenait lentement en focus, Marcus s'écria, ils étaient dans une cuisine moderne, acier, inoxydable, comptoir brillant, un micro-ondes qui ne semblait pas prêt à exploser, et une machine à café qui lui faisait un clin d'œil. Où sommes-nous? Marcus croassa, essuyant de la sauce sur son nez. Edith regarda autour d'elle, une lueur dans les yeux. Nous avons été servis, Marcus, et le pot n'a pas fini avec nous.